Je me suis marié à Valabrègue. J'ai fait toute mon enfance à Valabrègue. Quitter ce village, c'était déjà compliqué. Y revenir, c'était impossible de ne pas y penser. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y avait de nouvelles inondations, j'étais décidé à revenir à Valabrègue. On le sait en fait quand on y habite à Valabrègue, parce que c'est quelque chose qui fait partie de Valabrègue, les inondations. Donc on en parle tout le temps, enfin, c'est un sujet de conversation, mais c'est pas plus grave que ça. Mon mari étant arlésien, en fait, lui, je pense qu'il avait un peu l'habitude, entre guillemets, de un petit peu l'épée de Damoclès du Rhône, on va dire ça comme ça, en cas de crue, mais on ne s'est pas vraiment posé la question, non. On a toujours ce risque d'inondation. Et d'ailleurs, quand on accueille les gens, on ne leur cache pas que c'est une zone à risque, mais qu'il faut se préserver, il y a des gestes de précaution à prendre. J'ai eu la chance ou le malheur, on ne sait pas trop, de connaître la dernière grande inondation en 1951. Pourquoi la dernière? Parce qu'à partir de 60 à peu près, on nous a dit on vous fabrique un barrage et ce barrage vous empêchera des inondations. Mais celle de 51 était très très forte, très importante. Bon, le village, bien sûr, il était inondé. Mais nous, en campagne aussi, on était beaucoup inondés. J'avais 2 mètres d'eau dans la maison. J'ai connu d'habiter au premier étage de chez mes parents, bien sûr, qui étaient dans le centre du village. Il y a eu jusqu'à 1,20 m d'eau dans le village. Donc nous avons vécu au premier étage pendant plus de 3 semaines. Si on fait une petite analyse topographique de toutes les plaines agricoles et des masses qui les émaillent, toutes ces masses, effectivement, sont situées sur des points hauts naturels, parce que de manière, leur connaissance ancestrale leur a permis de bien comprendre le phénomène de propagation des eaux, et ils se mettaient toujours sur des points hauts. En 1951, on subissait la crue comme étant quelque chose de normal, voire de banal, même si 2 crues dans le mois, ça ne peut pas être considéré comme banal. Aujourd'hui, c'est extraordinaire, c'est anormal. À un certain moment, les eaux montaient d'1 mètre, 1,50 m dans les habitations. Tout le monde allait habiter à l'étage supérieur, et puis on travaillait avec les barquets. On circulait avec des barquets. Mon grand-père, justement, il était chargé en tant que fabricant de bateaux, de barques plus exactement, on appelait ça le barquet ici. En tant que fabricant de barquets, il était réquisitionné à chaque inondation pour aller à Tarascon ou à Beaucaire, soit chercher le pain, chercher un docteur, amener une dame qui allait accoucher ou autre, parce qu'il connaissait parfaitement le Rhône. Il m'amenait de l'autre côté du Rhône, comme il disait, pour ramasser des champignons, des asperges ou autre. Et avec le recul, je me dis, mais mon grand-père ne savait pas nager. Imaginez-vous la responsabilité qu'il avait à ce moment-là de dire « j'emmène ma petite fille, je ne sais pas nager, ma petite fille ne sait pas nager ». Mais il avait la particularité, connaissant le Rhône comme sa poche, il savait que pour aller de l'autre côté de la commune, puisque nous avons, grâce ou à cause du Rhône, une grosse partie de la commune de l'autre côté du Rhône, il savait qu'il devait passer à tel endroit et pas 10 mètres plus loin ou 5 mètres plus proche. Mais ici, si vous vous promenez dans le village, vous apercevrez que toutes les vieilles maisons ont 3 niveaux. C'est-à-dire il y avait le premier niveau où ils habitaient régulièrement, premier étage quand il y avait une crue moyenne, et une crue forte c'était le 2e étage. Donc disons, la culture du Rhône existe depuis que le village est créé, je pense. Parce que déjà, ce fait d'avoir 3 niveaux, ça permettait de résister à chaque crue. Crue moyenne, crue forte, etc. En 1951, on était sur des populations qui étaient installées, qui avaient une occupation pérenne. Aujourd'hui, on est sur des mouvements de population qui sont beaucoup plus importants, avec des renouvellements de population. Et donc la culture est très difficile à maintenir pour qu'on ait une capacité de réaction égale à celle de 1951. Dans le mas que j'ai acheté, au rez-de-chaussée, il y a une butte de terre dans ce qu'on appelle un cafouche, une ancienne grange. Et cette butte de terre permettait aux animaux, en cas d'inondation, eh bien, de rester hors de l'eau. Nous, en 1951, quand j'étais à la campagne avec mes parents, on vivait avec le cheval.
les poules, les canards, les lapins, enfin, la volaille, quoi. On vivait là, il n'y a pas d'autre endroit. On n'avait que la chambre pour dormir à côté. Ah, on avait eu 2 ou 3 jours, hein. Oui, après, même peut-être plus, parce qu'après, il y avait beaucoup de limons, il a fallu nettoyer tout ce limon. Et il y en avait beaucoup, hein. Il y avait quand même plus de 20 cm de limon, hein. Alors, c'est pas très agréable. On savait, après les crues par exemple, on savait et on badigeonnait les murs à la chaux, par exemple. La chaux assainie, hein, il ne faut pas oublier. Donc, c'était vite fait. Après le nettoyage, on blanchissait et on recommençait jusqu'à la prochaine fois. Alors des fois, les bateaux n'arrivaient pas au niveau de la fenêtre. Alors à ce moment-là, il y avait des échelles et ils montaient à l'échelle pour livrer la marchandise. Voilà. Un souvenir marquant de 51, c'est en fait c'est plusieurs souvenirs. C'est ce souvenir que j'avais de regarder par la fenêtre de ma chambre mon grand-père ou une personne qui arrivait pour... Je signalais à mes parents qu'arrivait le pain, par exemple, ou bien arrivait une personne qui venait nous visiter. Ça, c'est une image que j'ai toujours dans moi. Elle était plus importante en 1951 qu'en 2003. Il y a eu beaucoup d'eau, il y a eu des problèmes, je vous dis. Il y a eu des problèmes aussi en 2003, parce qu'en 2003, nous avions une martilière qui ne fermait pas bien. C'est ceux qui ferment les évacuations d'eau du village, pour pas que l'eau du contre-canal et du Rhône rentre dans le village à l'envers. Donc on ferme, et forcément, quand on est en crue, il y a souvent des pluies, et donc cette eau de pluie ne peut pas s'évacuer, et donc nous, notre rôle, c'est d'être aux pompes et d'aspirer l'eau de pluie pour la renvoyer derrière. Et malheureusement, personne ne l'avait vu, et l'eau, elle était fermée, la martillon, mais l'eau, elle rentrait. Alors il a rentré plus que ce qu'il en sortait. Alors, voilà. Alors on a été inondé pour ça aussi également. Disons, moi, ce qui m'a marqué pour la crue de 2003, c'est un petit peu le manque d'informations. On est passé chez moi, on m'a dit ça va monter, mais ça a monté, c'était très vague. Et donc je continuais un petit peu comme tout le monde à me promener dans le village, alors que j'aurais bien fait de rester chez moi. J'aurais évité de perdre une moto, un tractopelle, un tracteur, disons, voilà, tout ça. On a passé quand même 3 jours aux pompes, ce qu'on appelle les pompes Rhône, pour pomper de l'eau qui ne peut pas s'évacuer par la voie fluviale. Donc les pompes, on aspire pour envoyer derrière du côté du Rhône, ce qui nous permet de tenir, on va dire, 48 heures. Et puis quand l'eau est dans Valabrègue, on ne peut plus rien faire. L'inondation, elle a été conséquente, elle a été grave, mais je ne l'ai pas trouvée inquiétante dans la mesure où on a la chance d'être quand même sur un fleuve qui est extrêmement puissant, mais qui déverse lentement sur les plaines. Il lui faut plusieurs heures pour atteindre notre village, ce qui nous laisse un temps de préparation qui nous permet de nous mettre à l'abri quand on a la chance au moment du sinistre d'être là. J'en ai connu dans le village qui étaient absents et qui ont retrouvé au retour de congé leur maison dévastée. Ma mère habitant au centre du village, c'est-à-dire où je suis née d'ailleurs, elle a eu jusqu'à 90 cm d'eau. Et mon fils m'a dit, maman, je vais commencer à monter les affaires à mamie, donc je vais là-bas. Il est rentré, il y avait 2-3 cm d'eau, donc tout allait bien. Il a commencé à monter les affaires, et puis moi, je me suis dit, mais je vais l'aider. Il y avait déjà 80 cm dans le village, donc j'ai dû aller en barque chez ma mère. J'ouvre la porte, mon fils me dit ne rentre pas, tu fais rentrer toutes les pommes pourries qui se trouvaient dans les rues au fil de l'eau qui nous arrivait des terres. Et j'ai fait rentrer des pommes pourries dans la maison, on était vraiment malheureux, mais bon, je ne pouvais pas faire autrement. Hein. Voilà. En fin 2003, c'était impressionnant aussi, hein, parce que l'eau elle arrivait vite, et puis bon, elle s'est arrêtée, et puis ça a commencé à diminuer, ça paraissait longtemps, là, hein. Ça restait même pas une nuit. Hein. Et c'est arrivé, je ne sais pas, à 5-6 heures du soir, et à 3 heures du matin, on mettait des petits morceaux de bois pour voir si ça montait ou si ça descendait.
plans de prévention de l'État étaient très en deçà de ce qu'ils sont devenus par la suite, après l'inondation de 2003. Et depuis mars 2008, on se prépare chaque année à un exercice et on fait en sorte de répéter un petit peu les gestes qu'il faudra faire au moment de la crue. Moi j'ai confiance, j'ai confiance parce que bon, on en a déjà discuté en groupe d'élus. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est justement que les gens aient confiance et ne paniquent pas s'il arrive ce genre de problème, quoi. Jean-Marie avait abordé il y a quelques années un exercice en cas d'inondation. Et effectivement, il y a des gens qui sont venus de la localité, qui sont venus chez moi pour me demander, me poser des questions sur mon âge, si j'avais la possibilité de me débrouiller tout seul. On a ce qu'on appelle une réserve de sécurité civile. Ce sont des bénévoles qui se mettent à disposition de la mairie pour aider, disons, la population à se préparer à la crue, pour les alerter. C'est une délibération qui a créé cette réserve et donc après les gens sont volontaires, ils signent un cahier des charges, comme quoi ils s'engagent à aider les autres. Et donc on a, je crois, 38 volontaires, donc ils passent dans toutes les maisons. On a sectorisé le village, il y a 3 secteurs. Chacun a une fiche où il décrit par exemple la rue. Et dans cette rue, on sait que par exemple, il y a des personnes âgées, plus de 75 ans, donc ceux-là, on va les traiter en priorité. On a tous ceux qui sont malades, des malades du cœur, bon, tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on a des gens en fauteuil, etc. etc. C'est une solidarité organisée, je dirais. Et donc c'est comme ça qu'on essaie de réagir au plus vite et au mieux. Donc avec cette journée, on va pouvoir mettre tout le fichier de la base sur un point de vue tout ça. On relève l'heure quand les équipes partent et après on relève l'heure quand vous revenez. On voit combien de temps vous mettez pour faire le tour. Après, vous savez que quand on est alerté, on a à peu près 6-7 heures pour pouvoir réagir. Ça, c'est extraordinaire. Il y a une solidarité qui est là de tous les instants, qui est spontanée, qui est naturelle, qui n'est pas forcée. Et on se dit aujourd'hui que c'est un peu dérisoire, mais nécessaire d'organiser des exercices d'inondation régulièrement, comme le fait pour la commune de Valabrègue, mais que il faut bien que l'on organise, gouverner c'est prévoir, il faut bien qu'on organise la meilleure manière de faciliter les choses pour que cet événement se déroule mieux. Mais c'est vrai que la spontanéité des gens est quelque chose d'assez extraordinaire et ça aplanit beaucoup de problèmes. Cette solidarité a toujours existé, hein, justement parce qu'ils étaient inondés tellement souvent qu'il fallait se donner la main. Pour vous dire, par exemple, le boulanger de l'époque avait un four à bois en bas et un four à bois au premier étage, parce qu'il savait très bien que lors d'inondation, il leur faudrait du pain pour ravitailler le village. Donc, vous voyez, pour vous donner un exemple de gens, parce que nous savions que le Rhône allait arriver. J'ai vu mes voisins qui sont des vieux valabrégans qui disent « mais en quelques jours, tout le monde est venu à la maison, tout le monde nous a aidés, après on a été chez les autres. » On fait des petits tours dans le village, on fait le tour des amis. On s'amuse aussi de circuler dans les barques à l'intérieur de la ville parce que c'est pas commun. Et puis après, on se retrouve dans une maison amie qui nous accueille. On se retrouve à une vingtaine de personnes qui ont dû abandonner leur logement. Et pour mettre un peu de gaieté dans tout ce sinistre, le nôtre ne l'a pas été parce que chacun a amené ses caves inondées et ses réfrigérateurs et congélateurs abîmés. Et je crois qu'on n'a jamais aussi bien mangé que ces jours-là. Là, comme ça, je ne sais pas s'il y aura une solidarité ou après c'est quelque chose qui peut s'impulser, je pense. Mais bon, comme il y a quand même une communauté, je dirais, au sein du village, je pense que c'est quelque chose qui peut quand même se faire et se mettre en place, oui. Ne serait-ce qu'avec le voisinage, les gens vraiment de proximité à côté de qui on habite, quoi. Maintenant, nous sommes organisés pour recevoir les crues. Ce n'est pas comme en 51 ou avant 60 où c'était vraiment la catastrophe. Oui, c'était la catastrophe parce que ça amenait des problèmes différents. Les docteurs n'étaient pas sur place. Enfin voilà, c'était vraiment très difficile.
Maintenant, nous sommes organisés à recevoir une crue normale, avec le moins de risques possible. On est bien à Valabrègue et que malgré les risques d'inondation, on n'a pas envie de partir. Je me rappelle quand on était petit, c'était la balade du soir avec les parents, on montait au Rhône. Voilà. On était attirés par le Rhône, on allait regarder ce Rhône, on le contemplait pendant quelques instants et puis on descendait tranquillement à la maison. C'était la balade du soir, la balade familiale. Il y a quelque chose de très réconfortant dans cette, très apaisant lorsqu'on va se promener le long du Rhône.